Oui, bah écoutez, c'est un peu par hasard que je suis tombé dans la marmite des églises romanes, c'est-à-dire que pour des raisons professionnelles, j'avais été travailler un peu au nord d'ici, à Chalon-sur-Saône. Et comme je n'avais pas beaucoup de travail à Chalon-sur-Saône, j'ai étudié l'art roman sur place. Et donc, oui, parmi les titres et travaux dont vous m'avez honoré, il y en a un que j'ai eu et dont je suis assez fier a posteriori, c'est que j'ai été président de l'Office du tourisme de Villefranche-sur-Saône pendant un court moment, enfin, pendant 2 ans et demi. Et malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter parce que ce n'était pas conciliable avec mes responsabilités professionnelles. Alors sinon, pour rentrer dans le vif du sujet, je passerai vite sur la diapo suivante qui redit grosso modo la même chose et on va rentrer dans le vif du sujet. Une question que vous vous êtes peut-être jamais posée, c'est pourquoi il y a des églises encore debout dans le Brionnais et dans la Bourgogne du Sud, d'églises romanes encore debout, alors qu'ici, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Sauf que toutes les églises ici ont des parties romanes, et je vais vous le montrer. Ce que je veux dire simplement, c'est que rares sont les églises romanes intactes ici dans le Beaujolais. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le Brionnais et dans le Clunisois, ils en avaient tellement marre des clercs en général, du cléricalisme, qu'ils ont chassé leurs moines en 1789, parfois assez violemment. D'ailleurs, à Salles, en Beaujolais, c'est bien ce qui s'est passé. Et après, il n'y avait plus de monde dans les églises au XIXe siècle. Donc, comme les églises étaient petites, mais qu'il n'y avait personne, donc on les a gardées. Ici, ce n'était pas du tout la même chose. Ici, les gens étaient pratiquants. Et comme la population a augmenté, les églises priorales, ces églises monastiques dont je vais vous parler, se sont avérées trop petites. Et donc, soit on les a démolies, comme à Cogny, carrément, soit on les a agrandies, modifiées. Et donc voilà une des raisons pour lesquelles on a relativement peu d'églises romanes encore debout ici, alors qu'au départ, il y en avait dans chaque village. Ensuite, il y a, avant le christianisme, il y a eu d'autres religions. Et c'est pour ça que je vous parle de la pérennité des lieux de culte, parce que dans notre vieille région de vieille population, ça fait des millénaires qu'il y a une population ici, pratiquement tous les villages autour de nous existaient déjà au moins au Moyen Âge, eh bien, les lieux de culte païens ont été transformés en lieux de culte chrétiens. Et beaucoup de petites chapelles, je vous en donnerai un ou deux exemples, en fait, qui étaient juste à côté de sources, ce n'est pas un hasard bien sûr, vont être christianisées, alors que le culte était beaucoup plus ancien. Un petit rappel sur l'architecture romane, c'est donc sur 200 ans, en tout cas dans notre région c'est 200 ans, grosso modo autour de l'an 1000 jusqu'autour de l'an 1200. Il y a deux moments. Le XIe siècle, qui est le premier art roman, j'ai pris comme exemple cet édifice que j'espère que vous connaissez, qui n'est pas très loin d'ici, même s'il n'est plus dans le Beaujolais. En l'occurrence, c'est Tournu. Et vous avez à Tournu, pratiquement tout a été construit au XIe siècle et qu'au XIe siècle. Donc, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve des petites pierres cassées à coups de marteau avec ce qu'on appelle l'opus spicatum, c'est-à-dire, vous voyez, ces pierres posées en diagonale. Et puis, d'une manière générale, un arc en plein cintre. Et puis, vous avez une structuration spécifique des murs avec des bâtonnets, ce qu'on appelle des bâtons brisés, là, ce qui est là-haut, ou les dents d'engrenage, ce qui est un peu plus bas. Et puis, ce qu'on va retrouver aussi ici, qui sont les arcatures lombardes, ces arcatures en plein cintre aveugles, et puis ces bandes lombardes, c'est les aines. Bien sûr, c'est des arcades en plein cintre, et à l'époque, au XIe siècle, mais c'est valable pour partout, les nefs étaient
charpentées, exactement comme ici, avec des charpentes le plus souvent visibles. Donc toutes les fois que vous allez trouver dans certains morceaux de murs ici dans nos églises, eh bien ça se rapportera souvent au XIe siècle. Alors sinon au XIIe siècle, là c'est parémonial, les pierres sont taillées cette fois-ci avec un marteau et puis des ciseaux. On a, c'est assez habituel, mais c'est spécifique de la Bourgogne et de la Bourgogne du Sud, ces arcs brisés, très légèrement brisés. Ce n'est pas du tout une formule gothique, comme j'ai entendu certains guides le dire. C'est spécifique de l'art roman clunisien. Et cet art roman clunisien va avoir des influences ici. Et ce qui est typique, c'est ce type de piliers, c'est ce qu'on appelle des piles composées, cruciformes. Donc vous avez bien fait la différence avec les piles rondes de Tournu. Ce sont chaque élément de construction en hauteur correspond à un aspect de la colonne de la pile. Bon, voilà. Alors, si vous voulez, ce que j'aimerais quand vous sortirez d'ici, c'est que vous ayez mémorisé cette grammaire de style et que toutes les fois que vous serez dans un édifice du Beaujolais ou du Lyonnais, eh bien, en fonction de ces critères, vous allez pouvoir savoir si c'est un mur du XIe siècle ou du XIIe siècle. C'est ce que j'espère. Alors sinon, on est ici, grosso modo, entre Lyon et Cluny, et il va y avoir des influences, soit de Lyon, soit de Cluny. Il y a eu des études faites où vous voyez la limite qui aurait été faite entre le clunisois, l'art roman clunisois et l'art lyonnais, Salles étant la pointe sud. L'autre chose, c'est que, vous le savez peut-être, on passe assez facilement du Beaujolais vers le Brionnais en traversant les montagnes, et il y a manifestement une influence du Brionnais sur les églises romanes du nord de notre zone. Donc le Brionnais, c'est toute la zone qui se trouve entre Charlieu au sud et Parémonial au nord. Donc un ensemble roman absolument superbe. Donc les caractéristiques, c'est bien sûr une abside voûtée en cul-de-four, ce qui est assez typique de la région qu'on ne retrouve pas trop en Bourgogne, c'est une série d'arcades à l'intérieur de l'abside qui repose sur une sorte de soubassement, on parle de bahut. Et la croisée de transept, elle est entre l'abside et la nef, mais c'est là, et ça c'est une influence bourguignonne typique, c'est là où il y a le clocher le plus souvent. C'est cette division tripartite que l'on trouve ici, mais qui n'est pas générale dans l'art roman. Et puis, ensuite, donc, ces nefs sont globalement rarement voûtées, et elles vont souvent être voûtées secondairement. L'exemple malheureux, triste, c'est Salles en Beaujolais, où vous savez que la voûte en briques de la nef n'a été faite qu'au XIXe siècle, et c'est bien dommage pour l'esthétique. Alors maintenant, un peu de rappel politique. Donc ici, pendant une bonne partie de l'époque romane, on est dans ce qu'on a appelé le royaume de Bourgogne. Ce royaume de Bourgogne qui faisait largement le centre et le sud-est de la France actuelle, et même il débordait un peu sur la Suisse alémanique actuelle, la Suisse romane, pardon, actuelle. Cette entité va être intégrée à partir de 1032 dans le Saint-Empire romain germanique. C'est-à-dire que le Saint-Empire, pour être empereur, il fallait avoir la couronne de roi de Germanie, la couronne de roi de Bourgogne et la couronne de roi d'Italie. Quand vous avez les trois, ce qui faisait trois couronnements à des endroits différents, l'un c'était Aix-la-Chapelle, l'autre c'était Arles, le troisième c'était dans le nord de l'Italie, vous pouviez aller à Rome vous faire couronner empereur. Le dernier roi
de Bourgogne couronné roi, c'était Frédéric Barberousse et il a été couronné à Arles dans les années 1166. Alors c'est pour ça qu'on a tendance à dire que la Saône fait la frontière entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique. C'est presque vrai, et en tout cas, ce n'est pas vrai là où on démarre maintenant. Au XIe siècle, tout le Lyonnais, y compris le Forez, dépendait du comté de Bourgogne, du royaume de Bourgogne. Beaujeu étant plutôt du côté mâconnais, les seigneurs de Beaujeu, au départ, sont les vassaux du comte de Mâcon. Et puis, ça va bien sûr changer. Alors sinon, pratiquement, en dehors des seigneurs de Beaujeu, il n'y a aucun seigneur laïque ici. Les seigneuries sont essentiellement soit l'église de Lyon, soit les monastères, soit les différents chapitres de Lyon. Mais il y avait parfois des monastères assez éloignés d'ici qui pouvaient avoir des possessions aussi. Alors sinon, pour cette carte des diocèses de l'époque en gras, vous avez le département du Rhône qui est en liseré. Et donc vous voyez, on est ici à cheval entre le diocèse de Lyon et le diocèse de Mâcon. Beaujeu étant ici, donc tout le nord du département était dans le cadre du diocèse de Mâcon et même une petite partie dans le diocèse d'Autun. Cette principauté ecclésiastique de Lyon était très ancienne, hein, bien sûr. Il y avait, l'archevêque de Lyon portait ce titre honorifique, en fait, de primat des Gaules, qui a eu une certaine importance à une époque, et puis qui progressivement a été vidé de sa substance, mais qui, vous le savez bien, est toujours le titre de l'archevêque de Lyon. Mais à côté de l'archevêque, il y a un chapitre cathédral très puissant, qui est plus ou moins le ministère qui entoure l'archevêque, c'est-à-dire plus ou moins le chapitre qui désigne l'archevêque, et c'est eux qui portent le titre de comte de Lyon. Ce titre va être porté jusqu'en 1789, et quand vous avez quelqu'un qui signe machin, 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 comte de Lyon, ça veut dire qu'il fait partie du chapitre cathédral. Mais ce qui est important, je ne sais pas si vous pouvez le lire, je vais vous le lire, c'est que cette église de Lyon, donc cette entité associant l'archevêque et le chapitre, va prendre son pouvoir, si l'on peut dire, dans l'organisation carolingienne, donc de l'Empire de Charlemagne. Ça fait partie de ces principautés ecclésiastiques. Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'Empire carolingien, que ce soit le prince-évêque de Strasbourg, que ce soit celui de Trèves, enfin toute la Rhénanie, mais aussi en Italie du Nord, le seigneur, c'est l'évêque ou l'archevêque. Et si vous voulez, c'est intéressant parce que c'est totalement différent de ce qui va se passer en Bourgogne à la même époque. C'est-à-dire que l'archevêque de Lyon est le patron des monastères de son évêché. Et ça va être très différent d'un grand monastère bourguignon que vous connaissez. Alors ensuite, il y a eu un petit rappel évident, mais parfois c'est bien de rappeler les évidences. Il n'y a pas de carte à l'époque. Il n'y a pas de carte. Donc, quand vous avez des possessions, c'est un peu comme lorsque vous avez des possessions privées, vous avez une liste de propriétés. Des maisons, des parcelles, des vignes, des prés. C'est exactement ce qui se passe à l'époque. Les seigneurs, laïcs ou ecclésiastiques, ont des listes de propriétés, ce qui fait qu'on est toujours étonné, nous, quand on transcrit ça sur des cartes, eh bien, vous avez des domaines qui sont loin l'un de l'autre, enfin qui ont une certaine distance, et qui ne sont pas
d'un seul tenant de pays ou de principauté. Il y a toujours des inclusions. La seule inclusion qui reste encore en France, c'est l'inclusion de Valréas. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. Et ça vient des vieilles inclusions. Il y en avait beaucoup plus d'ailleurs. Autrefois, il y a eu des simplifications et on a tendance, au fur et à mesure que le temps passe, à vouloir avoir une propriété d'un seul tenant. C'est ce qui se passe en 1173, où il y a un échange entre l'archevêque de Lyon et le comte de Forez. C'est-à-dire que ce que l'un avait, l'archevêque, ce qu'il avait dans le Forez, il va le donner au comte de Forez, et réciproquement. Donc on va avoir cet échange, et ça va être très positif pour l'archevêque de Lyon, puisque à partir de ce moment-là, il va pouvoir reconstruire sa cathédrale, qui était un peu vieillotte, remontée au 5e siècle après Jésus-Christ, pour reconstruire l'édifice gothique que vous connaissez. Mais alors, ça va être, dans un premier temps, ou du moins assez rapidement, dans cette fin du XIIe siècle, il va y avoir une nouvelle donne, si vous voulez, des suzerainetés, et le comte de Forez, ce qui n'était pas son cas précédemment, va basculer vers le roi de France. Alors, je vais vous analyser un peu ces différentes possessions. Donc, si on commence par celle de l'archevêché, eh bien, vous avez encore à Lyon ce très bel ensemble du mur dit de la Manécanterie, qui était en fait le mur qui se trouvait ici. Donc là, vous avez la cathédrale. C'est le plan du milieu du XVIe siècle, le plan scénographique de Lyon. Et donc, vous aviez le cloître du côté du sud et le mur qui donnait sur la place Saint-Jean actuelle. Ce mur, vous pouvez encore le voir grâce à la Révolution française, parce que les chanoines de la cathédrale, à la fin du XVIIIe siècle, avaient envisagé de le démolir pour construire ce bâtiment du chapitre qui existe le long de la cathédrale actuelle, mais qui n'est pas terminé. Et ils ont commencé, la Révolution est arrivée, donc les travaux se sont arrêtés, et le chapitre, d'ailleurs, a été supprimé. Mais là, vous avez un très bel ensemble de murs romans avec ces arcades en plein cintre. Et puis, ce qui est typique de la région, c'est ces inclusions de poteries, de terre cuite. Alors, sinon, les possessions de l'archevêque, elles sont en un petit triangle, et celles du chapitre, c'est des carrés. Donc, vous voyez, vous avez Anse, le château d'Anse, qui dépend du chapitre, mais vous pouvez avoir Franchelin, Corcelles, dépendait de l'archevêché. Donc, vous voyez, c'est complètement dispersé. Qu'est-ce qui nous reste comme exemple typique? C'est par exemple Charnay. Et Charnay est un bon exemple d'une église dont il ne reste de la partie vraiment structurellement romane que le chevet. Donc vous avez l'abside en demi-cercle, en cul-de-four. Voilà l'abside, l'intérieur de l'abside, avec ces arcades qu'on trouve très rarement en Bourgogne, mais assez fréquemment ici. Vous voyez ces petites séries d'arcades, tantôt ouvertes, tantôt opaques. Et ce bahut qui soutient les petites arcades. Sinon, le clocher, lui, est entre l'abside et la nef, et la partie romane, c'est probablement là. On dit que ça a été construit au XIe siècle, ça a été remonté ici au XIIe, et c'est bien après qu'on va remonter tout ça. Mais vous avez des parties romanes, même dans cette église, qui était une ancienne église castrale, qui était d'ailleurs une co-seigneurie. Alors une église aussi qui appartenait à l'archevêché, c'est l'église de Châtillon d'Azergues. Ça n'a rien de roman, bien sûr, mais si vous ne le connaissez pas, allez voir cette peinture murale de Lavergne, qui date de 1853, qui est à l'intérieur de la chapelle de Châtillon d'Azergues, et qui est un bon exemple de ce qu'on appelle l'école lyonnaise
des peintres de l'âme. C'est très à la mode. Il y a même une exposition à Paris. Paris découvre l'école lyonnaise du milieu du XIXe siècle. Mieux vaut tard que jamais. Alors, sinon, un exemple d'une petite église. Alors, à Couzon, ils ont eu la bonne idée de garder la vieille église et de construire un peu plus loin, de demander à Bossan d'ailleurs, de construire la grande église de Couzon au Mont d'Or. Donc, l'église de Saint-Romain a des parties romanes, mais c'était un autre exemple de ce qui appartenait à l'archevêché. Alors voilà les prieurés bénédictins de l'actuel département du Rhône. Il y en a officiellement 55. Je ne vous les énumérerai pas tous, puisqu'on va en reparler. Vous voyez déjà les différentes abbayes mères. Et puis parfois, vous avez des choses, d'ailleurs, ce n'est pas très très loin d'ici, c'est sur la commune de Blacé. Le nom existe toujours, un Grandmont. En fait, c'était un prieuré de l'ordre grand-montain, alors malheureusement, il n'en reste plus grand-chose. Alors maintenant, il y a des drames partout. À Cluny, il y a un grand drame puisqu'on a tout démoli. Eh bien, il y a un drame local qui est Savigny. Et c'est même tellement dramatique qu'on a tendance à oublier non seulement l'église qu'il y avait à Savigny, mais les possessions de l'église de Savigny. Ce qui est intéressant, c'est que c'était la grande abbaye locale. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait manifestement des contacts avec Cluny et elle va faire quelque chose qui a été beaucoup étudié ces dernières années, en particulier par Nicolas Reveron et par son équipe, c'est que vous aviez, mais ça c'est typiquement clunisien, l'église qui se trouve là, le cloître, la salle capitulaire, et juste à côté, entre la salle capitulaire et le cimetière, vous aviez une église funéraire de Notre-Dame. Et ça commence à être bien connu maintenant. Après chaque chapitre important de la communauté clunisienne ou de Savigny, les moines allaient dans cette chapelle Sainte-Marie, Notre-Dame, pour associer en quelque sorte les moines morts aux moines vivants. Et ça, c'est un rite typiquement clunisien que Savigny va reprendre tout en restant indépendant par rapport à Cluny. Alors voilà ce que l'on a perdu, cette église Saint-Martin de plan basilical, avec sa nef principale, ses bas-côtés, et l'abside principale, avec son clocher qui était à la transition. Alors il reste malheureusement plus que quelques chapiteaux, puisque bien sûr tout a été vendu comme bien national à la Révolution et a disparu. Donc il y avait 36 prieurés monastiques, 165 paroisses, donc 90 ici, et 3 maisons de moniales. Alors, on n'a pas le droit ici d'oublier Savigny, parce que Arnas dépendait de Savigny. Et Arnas avait au moins 2 prieurés, Dracé et Houilly, dans lequel on s'était réunis il y a quelques années. Mais vous voyez, vous avez Courzieux, vous avez Denicé, vous avez Larbel, vous avez Monttrottier, Mornan, etc., etc. Alors, je vous demanderai pas d'apprendre par cœur cette diapo, mais vous voyez le nombre de prieurés de dépendance de cette abbaye de Savigny. Parce que soit vous aviez un prieuré, il n'y avait que vous comme propriétaire, soit vous pouviez avoir des morceaux, des parcelles, c'est une époque où c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de co-seigneuries. Vous pouviez avoir un moulin au milieu d'un village qui appartenait à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et donc, mais il est certain que Savigny était de très loin l'abbaye la plus riche de la région. Et c'est eux, du moins l'abbé de Savigny, qui va construire le château de l'Arbrel, qui malheureusement a été bien démoli, puisqu'il ne reste plus que cette tour, mais vous voyez, autrefois, c'était beaucoup plus important.
Alors, il y a quelques prieurés qui dépendaient de Savigny, par exemple le Breuil. Alors, je vous montre cette diapo parce que, manifestement, bon, dans les textes, l'église a été fortifiée au XIVe siècle et on a construit cette espèce de donjon qui n'existait pas. Ce qu'il faut voir dans un bâtiment, d'une manière systématique, c'est ce qu'on appelle le chaînage d'angles. Vous voyez, le chaînage d'angles, qui est le plus souvent en bissac, c'est-à-dire une pierre, une grosse pierre d'un côté et puis parfois la grosse pierre de l'autre. Vous voyez que ce chaînage va changer de couleur. Et manifestement, toute cette partie-là a été faite ultérieurement. Alors un autre exemple, c'est Saint-Laurent-d'Ouin. À Saint-Laurent-d'Ouin, on a un exemple assez inhabituel de clocher-porche, c'est-à-dire que le clocher est situé tout à fait au début de l'église. On va avoir un autre exemple qui pose problème dans la région, c'est la chapelle de Saint-Bonnet. En fait, il faut peut-être imaginer que le clocher n'a pas bougé, mais que c'est l'église qui a bougé. Je m'explique. C'est que la nef de l'église était là, le clocher à l'endroit habituel entre la nef et l'abside qui était là, et manifestement, il y a eu des travaux de prolongation du côté est, parce qu'on ne peut pas, il y a la colline de ce côté-là, il y a une route, on a agrandi l'église par le côté est. Ça, c'est quelque chose de récurrent. Quand on agrandit une église, quand la population devient plus importante que la taille de l'église, vous avez plusieurs manières. Soit vous la démolissez complètement, soit vous mettez des bas-côtés, soit vous la rallongez du côté ouest, soit vous l'inversez complètement de sens. C'est-à-dire que normalement, les églises sont orientées vers l'est, ce qui est, je vous le rappelle, un pléonasme, et donc on va les diriger vers l'ouest. Là, ils ont probablement agrandi que cette partie-là. Alors ici, eh bien, c'est bien malheureux. Enfin, à Arnas, il y avait une très belle église romane à Arnas qui a été démolie pour être remplacée par l'église actuelle, sur laquelle je ne dirai rien. Et à côté, alors je vous marque, il y a quand même eu une carte postale faite. Donc voilà l'église d'origine d'Arnas, qui est bien typique, avec son abside, ce gros clocher carré. Et puis, il y a un prieuré qui vient d'être restauré, mais ça, vous le savez déjà. Alors, une église devant laquelle j'ai passé à peu près plusieurs fois par jour, et puis dont l'environnement a beaucoup changé, et qui est l'église d'Ouilly. Donc, il y avait un prieuré qui dépendait d'Arnas, qui dépendait de Savigny, et il y avait un village d'Ouilly, et Ouilly a été dépecé par les communes autour. Mais on retrouve ce gros clocher carré à la lyonnaise. Et voilà l'intérieur de l'église d'Ouilly. Alors la nef, elle a été beaucoup transformée. Vous savez que ça a été tantôt un appartement, tantôt une salle de conférence, etc., qui était difficile à chauffer. C'est ça dont vous ne vous rendez pas bien compte, c'est que là, vous êtes chaudement entouré par une atmosphère sympathique. À Ouilly, on se pelait de froid. Et par contre, vous avez des arcades et une croisée de transept typique de l'art roman bourguignon. C'est-à-dire que vous avez ces coupoles sur trompe qui vous permettent de passer d'un plan carré à un plan octogonal puis circulaire, donc ici, avec la coupole. Et puis, vous avez des arcs à double rouleau, d'ailleurs, très nettement brisés. Donc, vous n'avez pas besoin de regarder dans votre guide. Ce type de voûte, c'est typique du XIIe siècle clunisien. Et plus c'est pointu, plus vous avancez dans le XIIe siècle. Alors, une autre église qui a été beaucoup transformée, elle, dont il ne reste plus d'origine vraiment que le clocher, c'est Dracé, Saint-Pierre de Dracé. Alors, une autre église, Ternan, qui, elle, était aussi en copropriété, si l'on peut dire, entre l'archevêque et Savigny. Et puis alors pour Cogny, c'est très simple,
Ils ont tout démoli à Coni, et comme ils ont eu honte quand même, ils ont sauvegardé 3 bouts. Alors je ne sais pas où ils sont, je ne les ai jamais vus. Sur la droite de la place. Bon, c'est vrai que je fais plutôt des rendez-vous œnologiques à Coni, mais bon, c'est un autre problème. Alors, donc ils ont sauvegardé quelques petits morceaux, et puis à côté, vous avez la petite chapelle Saint-Claude. Alors, je ne sais pas si vous êtes allés, c'est absolument charmant, c'est dans la campagne autour. Et là aussi, c'était une dépendance de Savigny. Alors maintenant, le deuxième gros morceau, c'est Cluny. Donc, Cluny, quelle était la différence, si vous voulez, entre les monastères d'ici, dépendant de l'archevêque de Lyon, et Cluny? C'est que Cluny était indépendant de l'évêque local, et en l'occurrence l'évêque de Mâcon. Et jamais l'archevêque de Lyon n'aurait accepté ce montage. Donc on est très respectueux ici, dans le Beaujolais et dans le Lyonnais, de la pensée clunisienne. On est très respectueux de la liturgie clunisienne, je vous en ai donné un exemple avec Savigny, mais il est hors de question d'avoir la même organisation, c'est-à-dire l'indépendance des monastères. Sauf dans la zone qui n'appartient pas à l'archevêque de Lyon, sauf dans la zone du Beaujolais, où ça dépend de l'évêque de Mâcon. Donc on va avoir quand même des zones, si vous voulez, où on va avoir des prieurés clunisiens. Et bien évidemment, le plus prestigieux, c'est Salles, en Beaujolais, mais aussi Saint-Mamère, enfin prestigieux dans le sens encore debout. Alors une charmante petite chapelle, je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas si vous êtes allé dedans, mais c'est la chapelle Saint-Paul de Lasna, qui est manifestement, qui a des parties manifestement du XIe siècle, avec des pierres cassées à coups de marteau. Bon, cette partie-là, la porte a été bien sûr refaite à l'époque gothique. En fait, elle dépendait du prieuré de Salles et donc de Cluny. Notre exemple, c'est Saint-Georges de Renins. Alors, vous avez, bien sûr, ça a été modifié au XIXe siècle. Ils ont rajouté les bas-côtés, ils ont remonté le toit de l'abside, mais vous avez encore un très beau clocher, assez harmonieux, mais vous avez tout de suite remarqué que le deuxième étage n'est pas, les arcades du deuxième étage ne sont pas les mêmes que les arcades du premier étage. Et donc, manifestement, là, vous êtes dans le XIIe siècle, très probablement, mais là, c'est déjà l'époque gothique, vous avez les arcs ogivales. Et c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, quand on regarde un bâtiment. Il ne s'agit pas de simplement le voir, il faut le regarder. Eh bien, le bâtiment se met à vous parler en fonction de ces petites modifications. Un autre exemple assez comparable, qui était Taluyer, qui est une vieille fondation de Leon Barker autour de l'an 1000, en 999, mais l'église, elle, manifestement, ne date pas de 999. L'église est bien un peu postérieure, probablement du XIIe siècle, et ça vous le voyez par l'appareil de pierre, qui est un très bel appareil, des pierres bien taillées, qui n'ont rien à voir avec les petites pierres cassées qu'on pouvait avoir à l'époque de l'an 1000. Alors ça vaut le voyage, si vous ne la connaissez pas, j'espère que vous la connaissez. C'est l'église de Saint-Mamère qui est restée dans son jus du Haut-Beaujolais. L'église de Saint-Mamère est intéressante dans la mesure où manifestement il y a eu 2 périodes de construction. Quand vous voyez ce plan, eh bien manifestement le chœur est disproportionné par rapport à la nef. Vous avez une nef plutôt rikiki avec un chœur croisée de transept et des absidioles monumentales. En fait, ça, c'est quelque chose que dans l'art roman européen, on retrouve. Manifestement, vous avez eu une première église, qui est la nef actuelle, avec une abside assez modeste, vous voyez, qui était à peu près ici. Et secondairement, au XIIe siècle, du fait d'évolutions liturgiques
très certainement, les Clunisiens vont restaurer, reconstruire le chœur, un chœur monumental. Vous savez que la liturgie clunisienne est longue, importante, les moines chantent vraiment les heures monastiques, et il y a une pompe, si vous voulez, dans la liturgie clunisienne qui exige une architecture tout à fait monumentale. Sinon, on a quelque chose qui est typique de la Bourgogne du Sud, c'est-à-dire un transept qui, de ce côté-là, est saillant, il l'est beaucoup moins de l'autre côté, et ce transept qui fait une croisée dite régulière, vous avez le clocher à la croisée du transept. Alors voilà, à l'intérieur, on retrouve ces arcades brisées à la manière bourguignonne typique. Alors elle, et c'est là où il faut regarder, cette église charmante du Vernet, qui est au-dessus de Beaujeu, eh bien, bon, la nef, elle aussi, a été refaite. La partie d'origine, c'est ce charmant petit clocher qui, lui, est assez typique du premier art roman. C'est-à-dire que vous trouvez des arcatures lombardes ici, et votre structuration, ça vous rappelle Tournu, que je vous ai montré tout à l'heure. Or, l'église de Vaurenard aussi, qui a un beau clocher, mais là, vous remarquez, toute cette partie a été refaite ultérieurement, puisque la nef était charpentée. Alors, c'est discuté, Saint-Dutry, alors j'ai vu Saint-Outry et Saint-Dutry, mais je pense que Saint-Dutry de Frontenay. Alors, Frontenay est surtout célèbre pour les pentures de sa porte, qui sont tout à fait extraordinaires, qui sont classées d'ailleurs. Alors maintenant, quelque chose qui est assez célèbre ici, c'est le prieuré de Grelonge. Vous êtes peut-être allé le long du chemin de Halage. C'est intéressant, Grelonge, parce qu'il y avait un prieuré clunisien qui dépendait de Lima, et ce prieuré, ce n'est pas arrivé à tout le monde, il a changé de côté. C'est-à-dire qu'au départ, il était rive droite, et maintenant, il est rive gauche de la Saône. C'est-à-dire que c'était un prieuré qui était... la Saône passait beaucoup plus vers l'est. D'ailleurs, ça se voit encore très très bien. Il y a un endroit, justement, par là, au pied du château de Fléchères, vous avez l'ancien cours de la Saône. On le voit très nettement. Et puis, d'augmentation d'eau, et puis l'eau de la Saône est montée, mais quand elle est redescendue, elle n'est pas redescendue exactement au même endroit. C'est-à-dire qu'elle a commencé bien par démolir l'île qui s'était formée, et puis la Saône est passée de l'autre côté. Alors les moniales de Grelonge ont pleuré auprès de l'abbé de Cluny, et dans sa grande gentillesse, l'abbé de Cluny les a autorisés à venir ici à Salles en Beaujolais. L'église de Salles est extrêmement intéressante. C'est une église clunisienne, évidemment. Vous avez même des influences de Tournu. C'est ce type de fronton au-dessus de l'arcade en plein cintre. On le retrouve à plusieurs reprises à Tournu. Mais ce qui est intéressant dans l'art roman de Salles, c'est que c'est un des rares exemples de cloître roman de la région. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et toute la thématique des chapiteaux, c'est volontairement de copier des chapiteaux classiques, en l'occurrence un chapiteau corinthien en bas, et là un chapiteau ionique. Alors c'était très à la mode à Cluny au XIIe siècle, mais aussi dans la région. C'est l'époque qui suit la réforme grégorienne, et il y a eu, vous savez, un conflit entre le Saint-Empire romain germanique et la papauté, et que pour montrer son appartenance, son obéissance vis-à-vis de Rome, eh bien, ça va se traduire dans l'architecture. Et c'est ici, à Salles, on a un très bon exemple. Et on va retrouver la même chose
à Paray-Monial, et quand vous êtes devant l'entrée de salle, et volontairement, je vous ai mis la photo de l'entrée du transept de Paray-Monial, et vous voyez qu'il y a beaucoup de points communs. En fait, on veut pratiquement faire un arc de triomphe à la manière antique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien s'en souvenir, si vous voulez, c'est que au XIIe siècle, encore plus que maintenant, on voyait des ruines de monuments antiques. Et pas très loin de Paray-Monial, vous aviez les portes à Autun, où vous avez ce type d'arcade, et donc ça a été copié. Alors sinon, un peu plus au sud d'ici, portant le nom d'un des grands abbé de Cluny, Saint-Mailleul, qui se prononce Saint-Mailleul, vous avez un cloître et une église, donc le cloître qui a été beaucoup modifié, mais vous avez un appareil tout à fait particulier. Là, on est dans la vallée du Rhône, donc on va utiliser les matériaux qu'on a, c'est-à-dire la brique, les galets, enfin, c'est bien sûr un appareil qui n'est pas très joli, mais ce n'est pas grave dans la mesure où, bien sûr, tout était recouvert par un enduit. Alors c'est cette fameuse formule de Le Corbusier qui disait du temps où les cathédrales étaient blanches, et c'est vrai, on parle du blanc manteau d'église, parce que tous ces édifices étaient enduits, recouverts. Et on le refaisait assez régulièrement. Voilà un autre exemple, Saint-Laurent de Chervinges, qui dépendait du prieuré clunisien de Lima. Alors là aussi, bien sûr, l'abside a été remontée et curieusement, le clocher, lui, il est plutôt latéral. Alors, une abbaye qui est chère à notre cœur, n'est-ce pas, mon cher Rémi? C'est là où on a fait notre première communion. Ça n'a pas changé, nous on a changé, mais pas l'abbaye. Alors évidemment, c'est une des plus anciennes abbayes de la région. Il y a plusieurs lieux de culte à Saint-Martin d'Ainay. Vous avez la chapelle Sainte-Blandine avec sa nef voûtée en plein cintre et son abside carrée, ce qui est une antériorité. Hein, toutes les fois que vous avez, c'est le cas à Tournu d'ailleurs, une abside rectangulaire, c'est autour de l'an 1000 comme construction. Et puis la grande église Saint-Martin, qui elle a été construite au XIIe siècle, avec son clocher à la croisée du transept, et puis un magnifique clocher-porche de l'autre côté. Alors l'intérieur d'Ainay, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, les bas-côtés n'ont été les bas-côtés que je ne vous montre pas volontairement, qui sont au-delà, hein, de part et d'autre. Les bas-côtés datent du XIXe siècle. Parce que bien évidemment, le quartier d'Ainay, il y avait beaucoup de gens qui allaient à la messe, et donc l'église s'est avérée trop petite, l'ancienne église abbatiale, et donc on va l'agrandir. On a envisagé sérieusement de la démolir. Heureusement, elle n'a pas été démolie. Donc, ils l'ont agrandie en rajoutant les bas-côtés. Par contre, vous avez quelque chose qui fait la célébrité d'Ainay dans les livres d'histoire de l'art, c'est qu'à la place des piliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez ces colonnes. Alors vous allez me dire, c'est banal parce que les 4 colonnes de la croisée du transept, vous le savez bien, ce sont les 2 grandes colonnes en granit égyptien qui étaient autant devant l'autel dédié à Rome et à Auguste qui était sur la Croix-Rousse. Ces énormes piliers de granit ont été coupés en 2 et ça a été utilisé pour faire les supports de la croisée du transept. Et puis, dans la foulée, le reste de l'église, on va faire ces colonnes, mais aussi, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on veut rappeler les basiliques romaines. Or, les basiliques romaines chrétiennes, paléochrétiennes, c'est une suite de colonnes. Et donc, volontairement, les abbés d'Ainay, pour bien montrer qu'ils soutenaient le pape, d'ailleurs c'est le pape
qui, en 1107, est venu en quelque sorte inaugurer l'église, mais probablement qu'en 1107, il n'y avait que le chœur qui était fait, pour bien montrer qu'ils étaient des fidèles sujets du pape à Rome. Ils vont construire une église à la manière des basiliques romaines. Alors sinon, eh bien, 40 églises ici dépendaient d'Énée, dont Arbuissona, mais il n'y avait pas qu'Arbuissona, il y avait Chazet d'Azergues en particulier, et puis vous voyez la suite de ces possessions. Alors il y avait un château qui existe toujours à Chazet d'Azergues, qui appartenait, donc vous connaissez la topographie, hein, il y a l'Azergue qui passe, et c'est assez escarpé, c'est une sorte de rebord de plateau, hein, la route de Villefranche fait plutôt par là, et vous avez le château qui appartenait à l'abbé d'Énée. Qui dit de cette abbaye, de ce prieuré, dépendaient ces deux églises de Saint-Jean-des-Vignes, dont il ne reste plus que le clocher, et Saint-Maurice et Sainte-Marguerite de Lausanne. Alors quelque chose alors là aussi c'est extrêmement triste, il y avait une très belle église romane dans l'île Barbe, dans cette abbaye de l'île Barbe. Alors ce n'est pas celle que vous connaissez, je ne vous montre pas la photo parce que vous la connaissez. Celle qui est du côté de la rive gauche, côté Caluire, c'était l'église Notre-Dame, qui était une église de pèlerinage pour les Lyonnais. Quand ils venaient en pèlerinage à l'île Barbe, il y avait des pèlerinages très importants pour Pâques, pour l'Ascension. Les Lyonnais venaient, remontaient la Saône, venaient en bateau ou à pied, et ils venaient en procession jusqu'à l'île Barbe. Il y avait les reliques de Saint Longin à l'île Barbe. Saint Longin, c'est le centurion qui a donné un grand coup de lance aux côtés du Christ. Il y a aussi la tête de Sainte Anne, enfin une des têtes de Sainte Anne, parce qu'il y a d'autres endroits où on peut le trouver. Non, ce que je voudrais vous rappeler, alors peut-être vous êtes allé manger de la friture là, sur le bord de la Saône, sur la rive droite, il y a des petites guinguettes là, et malheureusement, il n'existe plus cette très importante église qui était côté Saint-Rambert, côté rive droite. De cette église, j'ai eu la chance de rentrer il y a très longtemps, dans la propriété privée qui se trouve là, et ne reste de cette église que le fond du transept, d'un des transepts. Et ce qui est intéressant, alors curieusement, il y a très peu de photos, puisque c'est une propriété privée. J'ai trouvé ça dans un compte-rendu de l'Académie des arts et belles-lettres, etc. Ce qui est intéressant là, c'est que vous avez quelque chose d'unique qui est cet arc en mitre. Cet arc en mitre, c'est typique de l'art roman auvergnat. Il n'y a, à ma connaissance, pas d'autres exemples de ce type d'arcade. Mais alors vous voyez que ce mur intérieur, c'est le mur intérieur du bras du transept, il était extrêmement structuré. Il y a une influence, c'est très avancé dans le XIIe siècle, une influence, j'allais dire presque normande, avec la dualité des murs, où, vous savez qu'un mur roman, il y a deux parements bien taillés, et au milieu des deux parements, vous avez une sorte de blocage, on parle de blocage d'ailleurs, fait avec du mortier ou des pierres grossièrement taillées. C'est-à-dire que le mur sert à deux choses différentes. Il sert à vous séparer du froid, de la tempête, de la pluie, donc de faire une isolation, et puis il sert aussi à tenir le toit. Sauf que vous n'avez pas besoin d'avoir la même organisation. Autant le mur extérieur, il faut qu'il soit vraiment unique, alors que pour tenir le toit, vous avez des éléments porteurs, et c'est le parement intérieur qui va être l'élément porteur. Alors sinon, donc l'île Barbe possédait 113 églises, 48 prieurés. C'était surtout autour de, c'est logique, hein, les Monts d'Or.
Donc, c'est des petits triangles hein, que vous avez. Mais dans le Beaujolais, vous aviez Saint-Jean-d'Ardière, Pommier, Belmont, Nuel, qui dépendaient qui dépendaient de l'île Barbe. Donc, ce qui est intéressant, là, on la voit de l'autoroute. Donc, restez les yeux sur l'autoroute quand vous. Mais regardez quand même, si c'est pas vous qui conduisez, regardez quand même l'église de Tapona, qui est une église avec des éléments du premier art roman. Vous voyez, vous avez des arcades, des lésènes, des bandes lombardes. Alors sinon, Saint-Just, qui était un chapitre très important, avait, lui, le très important prieuré de Saint-Clément-sous-Valsonne. Alors bien sûr, à Saint-Clément-sous-Valsonne, eh bien, comme à Arnas, eh bien, il y avait beaucoup de pratiquants. Ils ont démoli l'église, dont il ne reste rien. Saint-Irénée, alors voilà le plan scénographique de l'époque où on voit ces deux chapitres, le chapitre de Saint-Just, dont il ne reste plus rien, et le chapitre de Saint-Irénée. Et là, ce qui est amusant, c'est que Saint-Irénée avait un prieuré ici à Netti, au sommet de la colline, dont il ne reste pas grand-chose, qui est intégré dans le château, mais il y avait une sorte d'annexe à Saint-Étienne-la-Varenne, et donc qui dépendait donc de Saint-Irénée. Et puis alors quelque chose, il y a des gens ici qui pourraient en parler plus que moi, qui a été beaucoup étudié ces derniers temps, c'est la chapelle de Saint-Bonnet. Donc, comme je suis un peu faillot, j'avais cité mes sources, j'avais mis Robert Enskens comme source, mais je constate qu'il n'est pas là, alors c'est dommage. Mais enfin, vous lui direz que je l'ai cité, j'ai cité son article du moins, du Patriote, dans lequel il se fait l'écho des travaux qui ont été faits par Olivier Chanu et par Antoine Gouraud sur cette chapelle. Donc, c'est manifestement, c'est du moins ce que dit Olivier Chanu et Antoine Gouraud, il y a des parties anciennes qu'on ne voit plus et des parties nouvelles. Notamment, peut-être qu'il y avait une autre église qui avait ce clocher-là et puis qui a été démoli. Il faut imaginer tout autour un prieuré et une nouvelle église. Alors, si vous avez besoin d'avoir des déductions fiscales, vous pouvez donner de l'argent là à cette association qui veulent refaire l'intérieur. Une autre église, une des églises les plus intéressantes romanes de Lyon, c'est Saint-Paul de Lyon, où on rentre rarement encore, mais mieux maintenant qu'autrefois. Et cette église de Saint-Paul a été restaurée un peu lourdement au XIXe siècle, mais il y a des parties romanes très intéressantes. La voûte, bien sûr, a été refaite à l'époque gothique. Et un autre, alors ils avaient, je voulais donner quelques listes de prieurés de la région. Une autre abbaye qui était très importante, c'est Notre-Dame, l'église des Dames de Saint-Pierre des Terreaux. Et comme très souvent dans ces églises monastiques, vous aviez deux églises, c'est-à-dire vous aviez l'église des moines et à côté quelque chose pour les serfs ou les voisins de l'abbaye. La partie Saint-Pierre existe toujours, hein, ça c'est l'arcade en plein cintre qui se trouve le long de la rue Paul Chenavard. Par contre, cette église, là, celle-là, a été démolie, Saint-Saturnin. Alors voilà Morancé, qui était un prieuré des moniales bénédictines de Saint-Pierre, avec ces deux couleurs. Et alors, ce qui est intéressant dans ce qui reste à Morancé, c'est qu'on a fait en pierre ce que l'on faisait probablement avec les enduits. C'est-à-dire que l'art roman aime la couleur. Vous savez qu'à cette formulation du temps où les cathédrales étaient blanches, maintenant on a tendance à dire du temps où les cathédrales étaient peintes, et il faut imaginer beaucoup plus de couleurs que ce que l'on a
Maintenant, en tout cas, la pierre n'était jamais totalement visible. Ou alors, quand la pierre est visible, eh bien, on va retrouver ça dans d'autres endroits, par exemple à Vézelay ou à Tournu. Quand la pierre est visible, on utilise des pierres de couleurs différentes. Alors maintenant, eh bien, les cires de Beaujeu, puisqu'on est dans le Beaujolais. Alors, les cires de Beaujeu font à la pointe de l'épée le domaine du Beaujolais à partir de leur possession de la vallée autour de Beaujeu. Donc, il y a les différents seigneurs. Et dans un premier temps, c'est un peu dispersé. Mais une des spécificités des possessions des seigneurs de Beaujeu, qui sont en fait beaucoup plus grandes que le Beaujolais actuel, c'est de tenir l'axe de passage entre la Saône et la Loire. Donc ils vont avoir des possessions le long de la Saône et des possessions dans la vallée de la Loire. Et bon, il y a des seigneurs qui vont avoir des grandes importances, comme Guichard III ou Humbert III. Alors, on dit que Béraud revient de Rome et il avait fait le vœu, s'il revenait sain et sauf, de construire 6 églises ici. Alors, parmi ces 6 églises, il y a certainement cette petite chapelle Saint-Pierre à Charentais, donc qui est bien typique du XIe siècle, très simple. Bon, vous imaginez bien que la nef est charpentée et vous avez une abside en cul-de-four avec des petites fenêtres typiquement romanes. Et puis, pas très loin, il va construire Saint-Martin de Charentais. L'intérêt de Saint-Martin de Charentais, c'est justement, elle n'est pas à pierre apparente, elle est entièrement enduite, et c'est comme ça qu'elles étaient très certainement. Alors, l'église, évidemment, à Beaujeu, ils vont construire l'église Saint-Nicolas de Beaujeu, qui a été beaucoup transformée, remontée, en particulier toute cette abside a été remontée, mais on voit encore très nettement les parties romanes, en particulier au niveau du clocher, avec ces belles arcades en plein cintre, donc qui est typique du XIIe siècle. Alors une église romane, mais oui, c'est à Notre-Dame-des-Marais. Et ça, c'est quelque chose. Notre-Dame-des-Marais, c'est l'église paroissiale de Villefranche-sur-Saône. C'est par là. Il faut aller dans le chœur de Notre-Dame. Et le chœur est roman clunisien, typique, avec ses grandes arcades. Donc, c'était la croisée du transept, avec ses arcades à double rouleau, en plein cintre, mais brisées. Et secondairement, ça a été transformé. On a changé un peu les absidioles. La chapelle des Princes est gothique. L'abside a été refaite. La nef a été, vous le savez, voûtée à l'époque gothique, mais même tout à fait avancée dans le gothique. Et la façade, carrément, elle est du début du XVIe siècle, dans les années 1520. Ça montre que Notre-Dame, quand les seigneurs de Beaujeu fondent Villefranche-sur-Saône, ils sont plutôt en bonne relation avec Cluny, et pendant plusieurs siècles, c'est Cluny qui va nommer à la paroisse de Villefranche. Mais la grande église des seigneurs de Beaujeu, c'est Belleville. Et alors, c'est une église méconnue, Belleville, c'est certainement une des plus intéressantes de la région, en tout cas c'est la plus importante. Elle est typée de la fin du XIIe siècle, puisque le début de la construction, c'est vers 1168. Il semblerait que le chœur ait été terminé dans les années suivantes, puisque l'église peut être consacrée. Mais, encore une fois, ce n'est pas parce qu'une église est consacrée qu'elle est terminée. C'est le chœur, c'est l'autel principal qui est consacré. Et évidemment, quand vous faites venir l'archevêque ou a fortiori le pape, eh bien, il faut bien justifier son passage. Vous avez tendance à lui faire consacrer plusieurs trucs. Et en 1107, quand le pape vient dans la région, c'est typique, on lui fait consacrer plusieurs églises. Alors, ce qui est intéressant à Belleville,
c'est que vous avez un chevet qui est dit échelonné, c'est-à-dire que vous avez la dernière absidiole est petite, ensuite vous avez une absidiole intermédiaire entre les deux, et vous avez l'abside principale. Malheureusement, on a refait le chœur à l'époque gothique, et donc on ne trouve plus le chœur tel qu'il était à l'époque romane. Par contre, vous avez des absidioles qui sont tout à fait typées. Alors il faut aller au nord-est pour voir la partie la plus typique qui est où vous voyez ces petits cordons de billettes, hein, c'est pas des bouchons de Beaujolais, c'est des billettes, le terme technique. Et vous avez ce larmier qui est bien typique des églises du Clunisois du XIIe siècle, hein, qui empêche théoriquement la pluie de glisser jusqu'au vitrail. Et donc ce petit sourcil qui est lui aussi fait d'un cordon de billettes. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire à Belleville, qui a malheureusement été en partie démoli, mais il faut le voir, c'est qu'il y avait sur chaque transept, vous aviez un clocher. Donc ce qui reste, c'est le clocher sud, mais quand vous faites le tour de l'église, vous voyez encore le clocher nord qui se trouve au-dessus du transept nord. Et il y avait peut-être, alors ça c'est discuté, un clocher à la croisée du transept. Alors là aussi, on voit une influence du Brionnais, puisque ça, c'est la photo de ce mur en Brionnais. Et donc, vous voyez qu'on va utiliser ici, à Belleville, les portes qui donnent sur le cloître sont exactement de la même façon. Et on trouve ces oves enrubannées, vous voyez ce qu'on appelle ces petits dessins, ces œufs avec des rubans, ces oves enrubannées, que je vous ai montré tout à l'heure à Paray-Monial. Donc c'est vraiment une influence clunisienne très importante. Alors voilà le chœur où on a bouché les petites arcades. Hein. Il y avait 3 arcades correspondant à des fenêtres et entre des petites arcades aveugles. L'intérieur de Belleville mériterait d'être un peu nettoyé, mais ça ne dépend pas vraiment de moi. Elle est vraiment de transition romano-gothique, c'est-à-dire que vous avez des éléments romans, le pilier est vraiment typique, hein, ces piles composées dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec ces demi-colonnes engagées ou ces pilastres engagés qui correspondent à des éléments d'architecture. Vous avez une élévation à 2 niveaux, c'est-à-dire les arcades qui permettent de passer dans le bas-côté et un éclairage direct de la nef. Donc ça, c'est pas spécifiquement clunisien. L'élévation clunisienne, c'est une élévation à 3 niveaux avec un triforium qui n'existe pas. Par contre, vous avez des arcs extrêmement brisés à la manière clunisienne. Donc voilà Et puis, on arrive maintenant au début du XIIIe siècle et on va voûter Belleville par des voûtes gothiques. Mais c'est un ensemble qui est tout à fait intéressant. Alors maintenant, il faut bien se terminer. Le XIIe siècle arrive et la dernière partie du XIIe siècle, ici dans la région, c'est une confrontation qui est d'ailleurs partie de confrontation entre Cluny et le comte de Mâcon et le comte de Châlons. Cluny va appeler au secours le roi de France, alors que le comte de Châlons va appeler au secours le Frédéric Barberousse. Finalement, le roi de France, Louis VII, puis après son fils Philippe Auguste, viennent à plusieurs reprises dans la région. Et c'est à ce moment-là que le Forêt bascule complètement dans l'orbite royale, mais aussi progressivement le Mâconnais. Le Mâconnais va être, jusqu'au XVe siècle, va faire partie du domaine royal avant de basculer du côté bourguignon. Donc, en fait, il y a une église qui nous raconte cette histoire. Et cette église,
Il faut peut-être mettre des chaînes pour y monter, là, aujourd'hui. Mais si vous ne la connaissez pas, ça vaut vraiment le voyage. C'est l'église d'Avna. Il y avait probablement à Avna un monastère important avant l'époque romane. C'était un lieu de passage très important. C'est probablement au col d'Avna qu'entre autres, les Helvètes sont passés et Jules César derrière les Helvètes. Vous savez qu'ils avaient traversé la Saône près de Grelonge et puis qui sont allés vers Toulon-sur-Arroux. Bref, c'était un axe de circulation et reste cette petite église qui a été restaurée d'une manière un peu drastique au XIXe siècle et au XXe siècle. Bref, quand on rentre à l'intérieur, il y a quelque chose d'unique en Europe qui ne devrait plus rester dans cette église parce qu'un de ces jours, c'est déjà arrivé, il y a un fou qui va venir avec un marteau et qui va tout casser, c'est déjà arrivé, au moins une fois. Vous avez un hôtel tout à fait unique avec une décoration splendide, gros plan, voilà, avec le Christ dans sa mandorle en majesté et le collège apostolique. Alors, petite parenthèse, c'est ce qu'on appelle un antependium. Et c'était évidemment face au public, parce que dans la liturgie du XIe siècle, le prêtre est derrière l'autel face au public. Et il y a eu au cours du XIe, XIIe, fin XIe, début XIIe, un changement dans la liturgie, et le prêtre est passé de l'autre côté, comme on l'a connu dans notre jeunesse, avant Vatican II, et évidemment, ça cachait tout ce qui était devant l'autel. Parce qu'il y avait toujours un devant l'autel, là il est sculpté, c'est pratiquement un exemple unique dans toute l'Europe romane. Parfois c'était simplement un tableau peint, et c'était pratique le tableau peint, parce que quand le prêtre est passé devant l'autel, on a démonté ce tableau peint et on l'a mis derrière, d'où en l'occurrence en latin rétrotabulam, et ça a donné le mot retable. D'accord ? Bon, alors, probablement que cet autel était à la cathédrale de Mâcon, et que comme la liturgie avait changé, heureusement, plutôt que de le démolir, on l'a emmené à Avna. Alors d'un côté, vous avez la vie de la Vierge, en l'occurrence l'Annonciation, la Nativité, la présentation au temple. Vous savez que la présentation au temple, c'est en fait la purification de la Vierge. Et puis, vous avez la mort de la Vierge avec l'Assomption. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez un roi, Louis, pieux ami et ami de la vertu, qui offre cette église, sous-entendu Saint-Vincent, c'est le vocable de la cathédrale de Mâcon, Saint-Vincent de Mâcon, dans une douzaine de jours de juillet, allait être révolue, la mort met en fuite et conduit à sa perte celui qui s'oppose au roi. Et en fait, c'est exactement, on veut vous rappeler que dans les années 1166, le roi de France est venu avec l'armée royale et a chassé les méchants qui attaquaient Saint-Vincent de Mâcon. Donc, vous comprenez bien que cette église est tout à fait exceptionnelle. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'art roman.